Mesdames, messieurs, toute la technique d'Ozouk TV, bonsoir. Nous poursuivons notre série d'émissions concernant la chambre de métier, les HLM et les artisans. Faire en sorte que l'on puisse comprendre qu'il y a de l'argent, comment y aller, comment faire ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, écouter pour comprendre. Et là encore, nous vous demandons avec insistance, écoutez. Écoutez, comprendre. Monsieur Le Curieux, bonsoir. Bonsoir, monsieur Crabin. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes président d'Ozanam. Absolument. De la SA Ozanam, qui est une filiale du groupe Action Logement. Oui, qui est au niveau national. Niveau national. Mais vous avez rejoint... Non, nous avons, dans le cadre des regroupements des sociétés d'HLM, donc la structure Action Logement a repris la majorité du capital de la société Ozanam, ce qui est pour nous une bonne chose. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est une partie du patrimoine martiniquais qui part dans les mains des structures métropolitaines. Sauf qu'aujourd'hui, la structure métropolitaine qu'est Action Logement nous a déjà injecté plusieurs millions d'euros dans la structure pour nous faire accélérer la construction, accélérer la rénovation, nous orienter vers des énergies nouvelles et propres. Et véritablement, c'est une belle opportunité que nous avons d'être dans ce groupe national. Vous avez un retour à l'investissement. Oh, plus qu'un retour à l'investissement. Je dirais un très très bon rapport sur retour sur investissement. Alors hier, et la structure... Dans l'intérêt des Martiniquais. Dans l'intérêt, oui, de la Martinique, c'est certain. Bien évidemment. Ils ne partent pas avec les bâtiments qu'ils ont construits. Hein. Non, ils n'ont pas prévu de partir avec les bâtiments. Ils ont au contraire prévu de nous aider à les rénover, de nous aider à les adapter à la population à laquelle nous sommes confrontés. C'est une façon de parler. Mais nous avons des locataires qui vieillissent, donc il faut adapter les bâtiments, les locaux aux contraintes de ces personnes. C'est un grand changement parce qu'à l'époque, c'était M. Dormois Père qui était président. Et quand nous avons construit plus de 900 logements à Batelière, c'est lui qui était président de cette opération. Absolument. Il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés. Et moi-même, en tant que président, je ne suis qu'une petite pierre dans le mur que constitue la structure Ozanam sur toute son histoire. Laquelle société Ozanam a fêté ses 100 ans l'année dernière. Donc c'est quand même... C'est pas un petit garçon. Voilà. C'est pas un petit garçon. Je me souviens de cette opération. À l'époque, Ozanam se trouvait juste à côté du Pax. À Fort-de-France, au cinéma Pax. Tout à fait. Et depuis, vous avez changé. Absolument. Oui. Président, dernièrement, lors de la rencontre avec la Chambre de métier, oui. La Chambre de métier, il y avait Ozanam, SMHLM, CIMAR, la Sécurité sociale et les impôts. Et le grand constat, c'était de voir qu'il y avait en partie l'argent, en chaud l'argent, et que finalement, les entreprises ne retombaient pas ou parvenaient pas à accéder à ces sommes. Absolument. Il y a des sommes importantes qui sont mises sur la table pour entretenir le parc immobilier d'Ozanam, pour développer le parc immobilier d'Ozanam. Il faut savoir que chaque année, nous avons à peu près 8 millions d'euros pour l'entretien, la maintenance du parc actuel. Et quand nous construisons des bâtiments supplémentaires, ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Donc tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a une belle opportunité pour nos artisans, parce que toute la partie rénovation, toute la partie entretien peut être et doit être faite par nos artisans locaux. Nous avons le double avantage de payer ces travaux, quoi qu'on dise. Vous n'avez pas la main qui tremble. Vous n'êtes pas comme la CTM. Je ne fais pas de comparaison, mais je dis, quoi qu'on dise, nous payons bien,
nous payons au prix du marché. Nous ne pouvons pas payer plus cher que le marché parce que ce que nous payons, nous les répercutons sur les loyers et bien évidemment, le public qui est le nôtre, les locataires qui sont les nôtres, sont souvent des gens qui ont des revenus modestes et donc qui sont très attentifs, et ça se comprend, aux augmentations de charges que nous pourrions leur répercuter. Donc il faut que nous soyons extrêmement attentifs, et nous sommes en plus extrêmement encadrés par les textes de loi. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Pour autant, les travaux que nous faisons faire aux artisans, ce sont des travaux bien payés et rapidement payés. C'est-à-dire l'artisan, quand il a fini les travaux, il est payé dans moins de 30 jours après la fin des travaux. Alors, par les temps qui courent, vous savez très bien comment que ça se passe. C'est quand même un avantage non négligeable. Sans le stimulus, on n'avance pas. Voilà. Donc, il y a ça. Et malgré tout, on s'est rendu compte que bon nombre de marchés restaient infructueux parce qu'il n'y avait pas d'artisans qui répondaient à ces appels d'offres. Et nous sommes un petit peu consternés parce que nous n'avons aucune envie de voir des entreprises extérieures à la Martinique venir rafler les marchés que nous pourrions donner à nos artisans locaux. Alors, Président, on ne parle pas d'une page blanche. Non. On ne va pas se mentir, on ne va pas se voir la face, on ne parle pas d'une page blanche. C'est le résultat de tout ce que le métier a subi pour les non-paiements des factures. Pas de chez vous, je parle globalement et singulièrement de la commande publique. Les retards intempestifs. Finalement, aujourd'hui, vous êtes rentré obligatoirement dans le jeu de la commande publique. Vous devez respecter les textes. Sans attestation de sécu, sans attestation d'impôt, pas de boulot. Alors, pas de bois, pas de chocolat. Il y a quand même des façons de faire. Mais toujours dans le cadre du texte. Toujours dans le cadre des textes en vigueur, parce que sinon, on pourrait avoir de graves soucis. Nous avons régulièrement, à peu près tous les 3-4 ans, une inspection de l'ANCOLS, qui est l'inspection du logement social, pour aller vite. Et qui, quand elle vient chez nous, elle passe 6 mois à éplucher toutes les factures, toutes les attributions, toutes les procédures, tout. Je dirais, la plus petite décision prise est examinée et jugée, appréciée ou contestée, ou on a une remontrance de l'ANCOLS, ce qui n'est jamais agréable. Et nous avons la chance d'avoir eu, j'ai eu la chance, nous avons eu une enquête de l'ANCOLS au début de cette année 2024. Les résultats seront bientôt publiés. Globalement, Vous êtes dans les clous. on est dans les clous, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème majeur, il y a toujours, par définition, encore des choses à améliorer, et on va les améliorer. Mais bon, tout ça pour dire que ce soit aux ANAM, que ce soit SMHLM, CIMAR ou autres structures de logement social, nous sommes contraints par une réglementation très stricte, des procédures très strictes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je reçois des fois des demandes de gens que je connais ou je connais moins bien. Ils disent, oui, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Essayer de placer telle personne dans un appartement, etc. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut que cette personne rentre dans des règles, corresponde à un schéma bien précis, et si c'est pas le cas, on ne pourra rien faire. Autrement, s'il faut sauter des clous, il y a... Des sanctions financières à la clé. Et du pénal. Et éventuellement du pénal, absolument. Oui, la semaine dernière, on a vu le jugement, là, pour cet ouvrier de 60 et quelques années, qui a chuté de plus de 7 mètres sur une toiture. 4 ans après, il est complètement cabossé. Et devant le tribunal, finalement, quand on voit la décision qui a été prise,
le juge n'a pas eu la main lourde. Hein. Oui, mais bon, là... Oui, parce que là, c'était peut-être en face. Il n'y avait pas de la solvabilité qu'il faut. Mais si c'était vous, Oui, on vous ramassait. Passez-moi l'expression. oui, absolument. Mais bon, là, c'est plutôt la santé, la sécurité au travail. Bon, et là-dessus, effectivement, la société Ozanam est extrêmement intransigeante pour ses équipes, mais elle est aussi avec ses sous-traitants. Parce que salarié qui vient travailler chez nous, il ne doit pas partir le matin avec la roulette russe en se demandant est-ce qu'il va rentrer chez lui en bon état ou pas. Il faut qu'il parte de chez lui serein, il faut qu'il rentre chez lui serein. Et entre les deux, il y a une entreprise, il faut qu'elle sait, nous l'avons répété, nous l'avons prouvé, vous avez passé un marché avec nous, nous avons signé un contrat dans les règles, on a convenu d'un prix, le prix, il sera payé dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux. Ça, Travaux exécutés. c'est clair, c'est tout. Maintenant, vous avez cité tout à l'heure les entreprises qui pouvaient avoir des difficultés avec les services fiscaux, avec les services de la sécurité sociale. Nous avons vu avec la Chambre des métiers pour mettre en place une cellule d'aide et d'assistance pour ces artisans, pour les aider à obtenir des moratoires auprès des services fiscaux, des moratoires auprès des services de la sécurité sociale, pour qu'elles puissent travailler, pour qu'elles puissent payer d'abord leurs dettes et puis continuer de vivre et continuer de distribuer des salaires. On essaye le plus possible. Et là encore, Président, pour avoir quand même pu circuler dans ce genre de couloir, c'est aussi la roulette russe. Hein. Nous signons devant la Sécu ou les impôts, on prend un protocole, nous venons vous porter l'attestation, nous n'avons pas de marché, il n'y a pas de clause indiquant qu'en cas d'absence de marché, qu'on abandonne sur la caillasse. Et c'est ça le gros piège qui fait que beaucoup d'artisans hésitent à faire cette démarche. Oui, mais vous savez, qui ne tente rien n'a rien, dit le proverbe. Donc, si vous ne faites pas l'effort d'aller, de demander, de déposer votre dossier auprès de la CIMA, auprès d'Ozanam, auprès de je ne sais trop quelle autre société d'HLM, par définition, si vous ne déposez pas de dossier, vous n'aurez pas de marché. Hein. Donc, la première étape pour avoir un marché, c'est de déposer un dossier. De préférence, un dossier le plus complet et le mieux présenté qui soit, avec minimum exigé par les textes. Vous savez, il y avait une publicité de la Française des Jeux qui disait que 100% des gagnants ont joué. C'était humoristique. Mais j'ai envie de vous dire, 100% des gens qui ont démarché chez nous ont déposé un dossier. Nous sommes d'accord à ce niveau. C'est pas là, si vous voulez, l'inquiétude de beaucoup, aussi je partage cette inquiétude, c'est que nous faisons toute la démarche administrative qu'il faut pour avoir cette attestation. Une fois que nous avons tous les éléments, nous soumissionnons. Vous faites votre contrôle tout, et finalement, nous n'avons pas le marché. Par contre, nous ne sommes pas désengagés. Parce que le problème qui se pose, c'est que très souvent, on demande à une SARL d'engager les biens personnels du gérant. Ce qui fait que des entreprises, je préfère liquider l'entreprise. C'est sûr qu'être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est quand même une lourde responsabilité, hein, pour soi, pour sa famille. Ses ouvriers et tout. Et pour ses ouvriers, pour tout le monde. Hein. Donc, ce n'est pas c'est pas toujours le monde idyllique qu'on s'imagine, le patron avec une grosse voiture, qui a la belle vie et tout. C'est souvent celui qui est payé en dernier, après avoir payé tous ses salariés. Et s'il paye, oui. S'il reste quelque chose, il est payé. Donc ça, c'est la version pessimiste. Il y a quand même l'autre version qui est un peu plus optimiste, qui fait qu'il y a quand même des chefs d'entreprise qui s'installent, qui font tourner leur entreprise, qui gagnent leur vie, qui payent leur salaire. Donc, il y a un peu de tout. Donc, allons plutôt penser à ceux qui suivent le trait, qui gagnent, qui persévèrent,
plutôt que ceux qui perdent. Je me rappelle quand j'étais bien plus jeune, quand on travaillait, on était chef d'entreprise dans le secteur du BTP, on était en général chef d'entreprise heureux. Hein. Il y a une époque que j'ai connue. Hein. La belle époque. C'était la belle époque. Bon. Aujourd'hui, nous réinjectons chaque année, je vous ai dit, 8 millions en travaux de maintenance, en travaux d'amélioration, en travaux d'adaptation, par an. Alors là, c'est quand même de l'argent. Nous sommes d'accord, Président. C'est quand même des sommes qui permettent de vivre plusieurs dizaines d'entreprises. Donc, saisissons cette opportunité, injectons cet argent dans l'économie de la Martinique, et j'ai envie de dire en tant que président d'Ozanam, pas un centime ne doit rester dans les caisses. Nous sommes d'accord. Ces sommes sont prévues pour être consommées dans l'intérêt de nos locataires. Donc on n'a pas intérêt à faire des économies. D'abord, on n'en a pas l'envie. On souhaite pouvoir les utiliser. Et quand les travaux ne sont pas réalisés, nous, en tant que bailleurs sociaux, ça nous met mal à l'aise par rapport à nos locataires. Ils disent « Ah oui, mais vous m'aviez promis d'installer une rampe, vous m'aviez promis de faire un travail d'étanchéité. Ouais. » Oui, on n'a pas fait parce que... On n'a pas d'artisan. Parce qu'on a trouvé personne pour faire le travail. C'est un peu à s'arracher les cheveux, quoi. Alors, vous savez, comparaison n'est pas raison. Quand nous avons fait les plus de 900 logements Batelière, et à l'époque, notre patron, il avait déjà anticipé sur le parasismique. Ce sont des immeubles, on n'avait pas beaucoup de choses à faire pour pouvoir conforter ce bâtiment en parasismique. Ouais. C'était dans la Caraïbe, le premier bâtiment d'être fait à 100% béton. C'est l'époque où Ivo Berry a rentré son petit camion DAF de 4 mètres cubes, et tout le monde riait, on voit passer un petit camion toupie. Donc on a vu comment ça évolue. Le permis était délivré par le ministère du logement. Et à l'époque, on avait un patron, feu Maurice de la Vigne de Sainte-Suzanne, qui savait parler très fort. On a pu obtenir ce permis. Aujourd'hui, c'est plus simple d'avoir le permis. Mais entre-temps, le Code des marchés publics est arrivé ici. Nous avons été rattrapés par la patrouille. Le Code concernant la corruption, l'anticorruption, la loi Sapin 1, la loi Sapin 2, tout ceci a brutalisé les choses. Et finalement, nos collectivités actuelles ont mis le dernier clou au cercueil sur le BTP. Président, est-ce que, quand on regarde tout ça, il ne faut pas qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour adapter la commande publique à la réalité locale? Oui. C'est un problème législatif, c'est un problème politique, mais permettre aux entreprises d'avoir un souffle pour démarrer. Vous avez l'argent, vous payez, mais lui, il regarde comme un bœuf, comme là, celui qui a une course bicyclette, qu'on bœuf qui regarde des courses bicyclettes passer, il ne peut pas rentrer dedans. Alors, il y a quand même un avantage que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, mais qui existe, c'est que nous avons aussi la possibilité, dans plusieurs cas, de faire des avances à l'artisan pour qu'il commence les travaux. Mais il faut qu'il ait également marché. Mais il faut bien sûr qu'il ait le marché. Parce que, bon, vous avez cité le Code des marchés, auquel nous sommes astreints, vous avez cité les lois Sapin 1, Sapin 2, auxquelles nous sommes tous. Et auxquelles nous sommes bien sûr confrontés, et nous sommes bien contents de les avoir, parce qu'il n'est bien évidemment pas question de mettre en place des systèmes qui pourraient ressembler ou être de la corruption au sein de notre choix. Voilà, donc ça, nous sommes extrêmement vigilants à ce niveau et nous allons continuer de l'être. Mais bon, il faut savoir que, oui, il y a des contraintes. Les contraintes, on les a, mais je pense qu'elles sont beaucoup moins, on va dire, fatales que ce que vous semblez dire. Je reste volontairement optimiste et je pense que si nous mettons en place une cellule d'aide, d'accompagnement de nos artisans, en accord, nous, aux ANAM, avec la Chambre des métiers, dont c'est le métier, si nous arrivons à mettre en place une aide financière sous forme d'avance de fonds
de suivi, de paiement rapide et tout, d'une certaine façon, nous allons apporter notre pierre à l'édification de cette société martiniquaise et surtout du secteur du BTP qui en a tant besoin. Président, ce n'est pas de pessimisme, c'est du réalisme. Dès lors que vous avez un marché, toutes les portes sont ouvertes, juridiquement. La loi Sapin, qui vous permet de faire l'avance sur fonds, votre banquier vous chie parce que vous avez un marché, vous avez un titre unique en main. Tant que vous n'avez pas cette clé de serrure, le marché, le titre unique. Mais c'est pour ça que nous faisons plusieurs petits lots pour permettre de donner du travail au maximum de gens. Nous sommes entièrement d'accord là. C'est même pas du saucissonnage. Vous faites différents lots. Il n'y a pas le tout corps d'État. Non. Donc, vous faites différents lots, mais comme je vous dis, le carreleur, il a un lot qui le concerne. Même celui, parce il y a un seuil pour la lettre de commande. Même pour la lettre de commande, il faut avoir toutes ces attestations, il faut avoir le marché. Et c'est là que je voulais que le politique n'a pas fait le nécessaire, n'a pas fait le job pour permettre. Ce job a été fait par Capgras il y a 30 ans. Ça a été stoppé. Aujourd'hui, soit on liquide et on redémarre à zéro, et on se heurte à un autre problème. C'est que plus l'homme chez vous, quand je dis vous, les HLM, les acheteurs publics, c'est plus l'homme qui décide, c'est l'intelligence artificielle qui décide, qui dit monsieur n'a pas de référence, son entreprise a 2 mois, 6 mois, alors que celui qui pilote l'entreprise a 75 ans, 50 ans d'expérience. On en est encore. Je sais que l'intelligence artificielle arrive à grands pas. Vous n'êtes pas encore pour là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce sont jusqu'à maintenant des hommes et des femmes qui choisissent, qui prennent des décisions et qui prennent des décisions de façon humaine, de façon sensée, de façon équitable. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'algorithme qui décide à notre place. Et en ce qui me concerne, je ferai tout pour que ça ne soit pas le cas le plus longtemps possible. Que ça reste humain. Il faut que ça reste humain. Maintenant, vous parliez tout à l'heure des carreleurs. Voici un bel exemple. Aujourd'hui, vous cherchez un carreleur pour refaire un carrelage quelque part, vous ne trouvez personne. Ça n'intéresse personne. Normal. Et pourtant, je vous promets, j'en suis convaincu. Il y a de la surface. Il y a de quoi faire. Et un vrai carreleur, un bon carreleur, il est capable de bien gagner sa vie. Nous sommes d'accord. Alors, c'est peut-être un peu contraignant, mais il y a des façons, je dirais, d'alléger et d'assouplir les difficultés du métier de carreleur. Mais je vous garantis qu'un bon carreleur, il peut gagner très très bien sa vie. Et il y a plein de métiers comme ça qu'on ne trouve pas, malheureusement. Et quand on réfléchit, je dis, mais c'est bizarre, pourquoi on n'en trouve pas? Parce que ces gens-là, s'ils s'étaient mis dans cette branche d'activité, ils auraient gagné confortablement leur vie. Donc vous êtes en plein dedans, un bon carreleur. Il a été formé, il a été apprenti, il est devenu carreleur. Mais lui, pour avoir des carreleurs salariés, il n'y a personne. Aujourd'hui, on a dévalorisé le métier. Tout le fait, je disais au président de la Chambre des métiers, il faut qu'on remette la Martinique au travail, il faut qu'on redonne goût aux Martiniquais, à nos enfants, pour tous ces travaux-là. Il y a des travaux qui peuvent être faits par des filles, qui sont beaucoup plus consciencieuses, qui tiennent mieux le pinceau qu'un garçon, et qui finalement, on les a orientés vers la dactylo, bien la couture. Il faut qu'on réoriente tout le monde. Absolument. Et qu'on remette le Martinique au travail. Absolument. C'est plus une question de garçons, de filles. Je pense que les deux ont leur complémentarité et leur qualité, je dirais, dans pratiquement tous les métiers, pour ne pas dire dans tous les métiers. Et pour revenir au carreleur, il faut donner conscience aux jeunes qu'un beau carrelage, ça peut être pratiquement une œuvre d'art, quoi. Oui. C'est quelque chose qu'on a plaisir à regarder, quelque chose qu'on a plaisir à admirer, quelque chose... On voit son évolution au fur et à mesure qu'on pose des carreaux. Absolument. Et puis le résultat final, c'est quand même fantastique, quoi.
Donc, c'est pas simplement coller des carreaux les uns après les autres, les machins, etc. C'est un travail d'artisan, donc d'artiste. Mais il n'y a pas que cela, il faut qu'on apprenne aux jeunes, et c'est ça la démarche que nous avons eue avec le président de la Chambre des métiers. Il faut qu'on apprenne aux jeunes à avoir envie de venir travailler dans des métiers qui sont des métiers nobles, des métiers qui rapportent de l'argent, et qui de toutes les façons sont encore là pour un bon moment. Hein. Et d'autant qu'aujourd'hui, le métier de carreleur, prenons l'exemple de Zanam, pour monter au 9e étage, hier, il fallait ou la grue ou passer par les escaliers. Aujourd'hui, la pompe est en bas, tout est composé en bas, on ne peut plus là-haut. Donc technologiquement parlant, c'est un métier qui a évolué. Absolument. Maintenant, il faut avoir, comme je dis, des ouvriers formés. Et des gens qui ont envie de le faire. Aussi. C'est surtout l'envie pour les jeunes de faire ces métiers qui fera qu'on en aura et qu'on va pouvoir en trouver et distribuer de l'argent, des salaires dans ces secteurs d'activité. Et ce sont des métiers qui font vivre la... Et ce sont des métiers qui font vivre une famille, qui font tourner l'économie et qui font que des enfants peuvent vivre dans une famille où il y a de l'argent qui rentre tous les mois. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'en plus, les gens, les artisans qui font ces travaux soient fiers de ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez un jour pris la peine de regarder la beauté, j'emploie bien le terme la beauté, des bâtiments HLM que nous construisons en Martinique, quels que soient les bailleurs sociaux. Vous avez des bâtiments qui sont superbes. Oui, mais j'y ai participé longuement. J'ai presque envie de vous dire, la satisfaction, c'est que très souvent, je regarde des bâtiments et je me dis, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, habiter dans cet appartement ? Est-ce que c'est pas la plus belle des signatures que d'être fier de ce qu'on a construit et même d'avoir envie, je dirais, de se dire, moi, j'aurais bien aimé habiter dans cette maison-là, dans cet appartement-là. Nous avons les architectes au pays qui font un excellent travail. Dans la Caraïbe, on peut même dire que nous sommes des têtes de pont. Oui. Et je reviens sur Ozanam, là. Quand nous avons dessiné Ozanam, c'est la première fois que ça se faisait dans toute la Caraïbe. Ce n'était pas ce qu'on voyait dans la région parisienne. C'était vraiment des appartements. Maintenant, tout ça, il y a beaucoup d'éléments qui se sont rejoints entre-temps. Il y a des entreprises qui ont fleuri. Je prends l'exemple, je reviens sur Albert Aubéry, quand il a lancé les camions toupies. Il suffit de voir le nombre de camions toupies qu'il y a aujourd'hui ici, le nombre de centrales de béton qu'il y a ici. Mais je regarde tout ça avec une certaine nostalgie, parce que j'ai connu l'époque de démarrage, ou l'époque où le travail public était payé en espèces. Aujourd'hui, c'est virement. Ah oui, c'est plus... C'était payé en espèces. Donc, il y a eu une forte évolution. Malheureusement, ce qui s'est produit politiquement, on a beaucoup d'ouvriers qu'on a poussés à monter des grosses entreprises. On peut être encore le bon électricien et ne pas être un bon gestionnaire. Et tout ça a conduit à ça. Et ça s'est dégradé. D'où l'urgence de faire le nécessaire. Quand on voit aujourd'hui, vous avez les moyens financiers. On a beaucoup de réhabilitation à faire chez le privé. Petit à petit, le privé parviendra à trouver les banques qu'il faut et ces opérations ne seront pas faites. Et il y a du travail. Alors, vous savez qu'en matière de réhabilitation, les particuliers peuvent faire appel à l'autre... Il y a 2 antennes d'Action Logement en Martinique. Il y a la partie Action Logement Immobilière dont fait partie Ozanam et une deuxième branche qui s'appelle Action Logement ALS, social, qui peut aider les particuliers, plus particulièrement les salariés d'entreprises qui ont des projets d'amélioration, d'extension, de rénovation de leur maison, déjà actuelle. Hein. Oui. Donc ils peuvent s'adresser à cette deuxième structure qui se trouve à Montgérald et voir dans quelle mesure Action Logement peut les aider à financer à des taux quasiment zéro des
travaux pour leur propre logement. Alors là aussi, il y a des contraintes, il y a des exigences, mais il y a plein de gens qui peuvent prétendre à cela. Donc ça peut être l'occasion pour le reste de la population de bénéficier de ces financements. La première contrainte, il ne faut pas que l'artisan ne soit pas assuré. S'il n'a pas sa décennale, rien ne bouge. Oui, c'est l'intérêt. Ce ne sont pas les seuls qu'on fait un job. Non. Il faut oublier la démarche du job pour une raison très simple. C'est que sous l'aspect social, de payer moins cher un travail, ce qui n'est pas forcément vrai. Non. Parce que des fois, quand on compare certaines sommes proposées en job par rapport à certains devis proposés par les entreprises, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Mais en plus, vous avez bien évidemment un certain nombre, je dirais, de risques que je considère qui ne sont pas jouables pour celui qui fait faire les travaux. Il y a d'abord le fait que le travail au job, il n'y a pas de garantie décennale. Donc si vous avez une malformation ou un problème, c'est perdu. S'il y a un accident. S'il y a un accident de travail, vous êtes l'employeur, vous n'avez pas déclaré, donc vous êtes responsable, et souvent de façon très chère, pour compenser les conséquences de l'accident de travail qui a eu lieu sur votre chantier. Et puis, là, vous parlez aussi du propriétaire de la maison, celui qui a lancé la commande. Ah ben oui, c'est C'est lui le commanditaire. Le lien de subordination du salarié qui travaille au noir, il dépend du propriétaire de la maison qui fait le travail au noir. Donc derrière tout ça, je crois qu'il n'y a pas de... Il y a plus d'inconvénients et plus de risques à vouloir faire travailler les gens au noir plutôt que de les déclarer, de payer des factures qui vous mettent, vous, propriétaire, à l'abri. Je m'allais pas une pangade, on a eu beaucoup d'accidents comme ça. Il faisait son job, soit un homme, soit n'importe quoi, il faisait son job. Pink, bingo pour le tribunal. Le code du travail est très clair là-dessus. Est considéré comme salarié celui qui a un lien de subordination par rapport à quelqu'un qui devient son employeur. Voilà. Et à partir du moment où le lien de subordination, c'est je vous demande de faire un travail pour moi, donc vous faites ce que je vous ai demandé de faire, et en échange, je vous donne une rémunération. Donc c'est le lien de subordination. Donc du fait, je suis votre employeur, et s'il y a un problème, c'est moi qui suis responsable. Alors en dehors de la réhabilitation, est-ce que vous avez un programme de neuf? Bien sûr. Il se situe comment? Bien sûr. Nous avons un programme, nous construisons du logement neuf régulièrement. Le logement neuf, on le construit sous deux angles, soit du neuf à partir de rien. Dans les dents creuses? Et puis, la deuxième partie, reprendre des dents creuses et essayer de faire revivre, notamment les centres-villes, les centres-bourgs, qu'on voit qui sont dans un état souvent catastrophique. On essaye d'intervenir. L'inconvénient, c'est que dans ces dents creuses-là, le coût des travaux est extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que si on fait du neuf. Oui. Surtout, si, par exemple, à Fort-de-France, où il y a des problèmes de sol, fondation. Ah non, fondation. Oui, aussi. C'est-à-dire que quand on fait un bâtiment à Fort-de-France, presque la moitié du coût de la construction passe en fondation, donc des choses qu'on ne voit pas. Bon, il y a cela. Et puis, il y a des terrains qui sont des fois disponibles et qui nous permettent de faire des travaux neufs. Alors, je suis un petit peu, à titre personnel, un petit peu réticent, parce que je me dis, on ne va quand même pas bétonner toute la Martinique. Nous sommes d'accord. On ne va pas s'amuser à bétonner, enfin s'amuser, on ne s'amuse pas, mais on ne va pas commencer se lancer à bétonner des champs de canne, des champs de bananes, des terres, même des terres de forêt ou de végétation même abandonnée, pour pouvoir mettre à la place du béton.
D'abord parce que quand on fait ces travaux-là, il y a tous les travaux de voirie qu'il faut rajouter et qui sont importants. Il faut prévoir la route d'accès, il faut prévoir Tous les VRD. les VRD, il faut prévoir les évacuations, les eaux usées. Des fois, nous sommes amenés à construire des stations d'épuration. Hein. Et en tant que société Ozanam, nous sommes l'un des plus gros constructeurs en nombre de stations d'épuration. Hein. Parce qu'il n'est pas question de remettre dans la nature les rejets de nos locataires. Vous avez des contraintes environnementales à respecter. Nous avons de grosses contraintes environnementales et je suis personnellement extrêmement vigilant sur le respect de ces contraintes, tout comme les équipes. Hein. Donc, on continue dans cette voie. Mais donc, oui, nous avons à peu près entre 10 et 20 millions d'investissements de neuf par an. Alors, c'est un chiffre qui va augmenter. Alors, c'est très variable. Il y a des années où c'est plus important, des années où ça l'est moins, mais c'est une moyenne. Mais là, c'est un chiffre qui va grimper très fortement. Pourquoi je dis ça? Nous avons 25 communes autour de l'île impactées par l'élévation du niveau de la mer. Oui. Donc, nous avons toute une partie de la population qui devra migrer vers l'intérieur ou prendre un avion pour aller vivre ailleurs. Alors, vous savez que nous avons mené une opération conjointe avec l'ancien maire du Prêcheur, M. Nadeau, à qui nous avons donné, enfin pas à lui, à la mairie du Prêcheur, nous avons donné un terrain qui nous appartenait pour des constructions expérimentales, puisque l'idée de M. Nadeau, et je pense que c'est aussi l'idée de son successeur, c'est de reculer la commune à l'intérieur des terres pour les raisons que vous avez évoquées. Donc c'était une opération qui nous avait semblé intéressante, d'avenir, malheureusement. Et donc c'est pour ça que nous nous sommes associés à la commune du Prêcheur très vite. Oui, parce qu'on aura une densification qui se fera, je dirais, côté intérieur, du fait de cette migration. Seuls les HLM pourront faire face. Peut-être pas que les HLM, mais les HLM auront une part importante dans cette... Ils auront les moyens. Devront avoir les moyens. Oui. Parce que vous savez, les moyens des sociétés HLM sont... C'est un peu comme partout, hein, ça a tendance un peu à baisser. Donc, tout le monde est persuadé que les sociétés d'HLM sont des sociétés qui se couchent sur des gros matelas de billets. Je peux vous dire que les billets sont beaucoup moins nombreux que ce qu'on s'imagine et qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant, hein, parce qu'il faut que cet argent il soit utilisé le mieux possible et le plus longtemps possible en faveur des plus défavorisés de ce territoire. En dehors du confortement parasismique, on a le confortement climatique à mettre en place. Oui. Anticyclonique aussi. Oui, paracyclonique, il y avait tout ça. Ça, dessus, nous avons des références. Et puis, effectivement, il faut tenir compte du climat, avec un climat qui se réchauffe de plus en plus. Donc, nous avons, dans les études que nous faisons lorsqu'on construit de nouveaux bâtiments, la volonté d'avoir des murs isolants, phoniquement, thermiquement, des bâtiments orientés dans le sens du vent pour éviter d'avoir à climatiser des pièces. Voilà. Et puis, la plupart de nos nouveaux bâtiments sont équipés de chauffe-eau solaire, donc ça fait toujours ça d'électricité de moins à payer. Et nous avons un projet de densifier l'énergie électrique d'origine solaire dans notre parc. Donc, il y a des budgets qu'Action Logement Paris met à notre disposition pour nous aider dans cette démarche. Alors, il y a une démarche sur laquelle nous avons échoué, pas techniquement, politiquement. C'est celle qui consiste à mettre des ballons d'eau dans les logements, surtout lorsque nous avons toutes ces coupures intempestives qu'on a connues ces derniers temps. Hier, la DAS avait plus ou moins combattu, l'ARS a essayé de combattre, et quand ils ont enfin compris ce que c'était,
l'actuel directeur de l'ADL, qui s'en va bientôt à la retraite, il avait dit « Ok, Banco, c'est une affaire à pousser ». Et finalement, on a constaté que, politiquement, on n'avance pas sur ce dossier. Et ça aurait été intéressant d'avoir des ballons d'eau dans les logements, avoir une réserve de 100, 200, 500 litres, ça dépend des logements, ça dépend, comme on dit chez nous, selon Gosset ou Ataïgalson. On travaille sérieusement sur ce dossier et j'espère qu'on va y arriver. Parce qu'il n'est pas normal de ne pas avoir d'eau dans un logement. Non, vous avez raison. L'eau, c'est un devoir. On peut ne pas avoir du courant, mais l'eau, non. C'est un droit. Absolument. Quand on voit tout ce qu'on a comme inconvénient quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des coupures d'eau aussi intempestives. Mais je ne lance la pierre à personne, hein. Non, mais il y a une réalité qui est là. Mais il faut voir. Alors, il y a quand même des contraintes techniques, hein, parce que faire des ballons d'eau avec un certain volume dans chaque bâtiment, dans chaque appartement, dans un immeuble, ça fait quand même du poids supplémentaire. Nous sommes d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un chantier sur lequel nous sommes en train de travailler, que nous étudions. Nous essayons de voir de quelle façon, techniquement, tout ça est jouable et comment on peut le faire. Mais oui, et puis en plus, il y a les contraintes sanitaires. Hein, il faut... Non, mais sur ce volet-là, nous avons fait toute la démonstration technique pour montrer que ça fonctionne. C'est exactement comme si on était sur le réseau. Bon, c'est assez technique à développer. L'ADL a compris et s'est dit, pourquoi pas. Pareil pour la récupération d'eau de pluie pour les collectifs. On a beaucoup de surface de toiture. On a cette possibilité de capter cette eau. Et il faut, là. On n'a pas cette possibilité, on a ce devoir de capter cette eau. Donc, est-ce que chez vous, pour vous l'avez l'utiliser, lancé? Pour l'instant, je suis loin des résultats que j'aimerais qu'on ait, mais on y travaille sérieusement. Pouvoir récolter cette eau, l'utiliser pour le nettoyage des parties communes, peut-être à terme les utiliser dans les toilettes. C'est pas normal de mettre de l'eau potable dans On met les du toilettes. chauffe-eau dans un WC. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nettoyer les vérandas, les escaliers avec de l'eau potable, ça n'a pas de sens non plus. Et donc il faut voir comment. Mais bon, techniquement, il y a quand même des contraintes à surmonter, à mettre en place. C'est peut-être plus facile à faire dans les bâtiments qui sont à construire, parce que ça va être des mesures intégrées dès le départ. Mais bon, j'espère que... Mais dans un programme de réhabilitation... tous les bâtiments nouveaux vont être construits sur ces normes, mais j'espère surtout que tous les anciens bâtiments, on va pouvoir les réintégrer dans cette orientation. Parce que prenons le cas, par exemple, d'un WC. On peut mettre un comptage dessus. Si la personne tire des chasses à chaque fois, elle paie la facture. Mais elle paie une facture moindre que si elle utilise l'eau traitée. Bien sûr. Et en ce qui concerne, je dirais, le côté environnemental, celui qui veut faire son petit jardin, avoir ce qu'on peut appeler des jardins collectifs, jardins sociaux, est-ce que dans vos programmes, vous avez plus ou moins envisagé ça? Non seulement on l'a envisagé, mais on l'a fait. À Langelier, nous avons à côté de nos bâtiments un terrain qui appartient aux ANAM et que nous avons mis à la disposition d'un certain nombre de jeunes qui ont chacun leur parcelle, qu'ils travaillent, qu'ils cultivent. Ça se passe bien. Et ça se passe plutôt bien. Donc vous pensez généraliser l'affaire sur... Quand c'est possible, on le fera, mais bon, il y a des endroits où c'est pas possible. Oui. Hein. Vous parliez tout à l'heure de la cité batelière. Non, c'est pas possible. Là, ça paraît difficile. Mais chaque fois que ça peut l'être, on le fait et on s'oriente vers ça. Tout comme chaque fois qu'on peut intégrer dans les ensembles un espace sport avec de la musculation, de l'activité sportive pour les jeunes du lotissement, enfin du bâtiment.
Oui. Même à 60 ans, on peut faire du sport, 65, 80, Absolument. on peut. Ben, c'est ouvert et ça a l'air aussi souvent de bien marcher. On essaye de créer une certaine activité sportive, Pour faire le lien commun. culturelle, pour créer le lien commun et pour créer surtout une occupation pour les jeunes, quoi. Qui n'aient pas envie d'aller chercher des occupations ou des démarches ailleurs. Il y a un autre volet sur lequel on a beaucoup insisté. Là encore, nous avons échoué, politiquement. Tout le monde sait que les murs porteurs, lors d'un tremblement de terre, peuvent protéger. Il y a une manière de vivre dans un bâtiment. Aux Anam, je n'ai aucune crainte. Quand je dis aux Anam, je parle de batelier. Je n'ai aucune crainte. Dans d'autres bâtiments, la crainte y est. Nous avons toujours demandé que l'on puisse identifier les murs porteurs des bâtiments par une couleur, par un logo, par quelque chose. Puis j'arrive chez vous, je vois ce logo, je sais que c'est là le mur porteur, je dois en tenir à carreau. Mais si je dois plonger vers un mur sec en placo, pour jouer les dégâts. C'est sûr, ça fait partie des normes qu'il faut peut-être imposer, adapter pour que nous puissions effectivement savoir repérer rapidement les murs porteurs. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes, les murs porteurs, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Alors, bon, nous, dans nos bâtiments, depuis Batelière, à l'époque de Batelière, les bâtiments ont continué d'être faits suivant la même rigueur, les mêmes normes. Donc, a priori, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Vous êtes toujours en confort tunnel. Voilà. Mais bon, je ne dis pas que tous les bâtiments soient faits de façon aussi rigoureuse. J'aimerais bien qu'il en soit ainsi. Mais nous avons fait faire des audits, nous avons fait faire des sondages et mettre tout notre parc en sécurité, tant au plan parasismique que paracyclonique. Ça devrait être bientôt le cas, je pense, dans les 2-3 ans qui viennent maximum. Ça veut dire qu'il y a retard. Un augmenteur, il a dit à 180 ans de retard. Quand on a donné le bon, donc on était tranquille. Là, on vient le dernier cyclone qui est passé. Il est passé juste à côté de nous. Mais quand je vois certains bâtiments, ça me donne froid dans le dos. Hein. Ah, je ne vous cache pas que je partage votre inquiétude. Hein. Quand je vois certaines maisons construites, je dirais... À l'européenne. À l'européenne, ou je dirais avec des coups de main, je ne suis pas sûr que les contraintes anticycloniques, antiparasismiques soient bien respectées. Quand je vois les menuiseries que l'on vend aujourd'hui, un peu partout, qui ne résistent pas à 180 km/h, alors que nous passons déjà en classe 5, et on réfléchit sur la classe 6, quand je vois comment c'est posé, je sais que ça va dégager vite fait, bien fait. Malheureusement, il y a des risques et c'est vrai que c'est une source de préoccupation pour nous. Mais bon. Mais on doit s'y mettre. Restons positifs. Mettons-nous à travailler, mettons-nous à mettre en place ce qu'il faut. Préparons la chose. Voilà, mettons-nous à travailler, mettre en place ce qu'il faut pour que si un jour il arrive un malheur, eh ben, que ce malheur il ait les moins graves conséquences possibles pour nous. Éduquons la population à ce niveau. Et il faut éduquer la population tous les jours. C'est un travail permanent. Je dis tout dernier point. Au niveau conflictuel, souvent c'est pas facile de faire vivre différents tempéraments sur un seul étage dans un bâtiment. Oui. Parce que vous faites la police assez souvent. Hélas. Ou la police vient assez souvent chez vous. Hélas, vous savez que la population de nos locataires, elle est un peu comme la population globale, hein, avec des montées d'incivilité, des montées d'agressivité. Nous avons des gens qui consomment des produits stupéfiants, de l'alcool, des fois les deux.
Donc, nous avons de plus en plus de difficultés à faire vivre tout ce monde ensemble. Et c'est pour ça que nous avons passé des accords avec la police municipale ou la gendarmerie pour qu'il y ait des visites un peu plus souvent, pour éviter, pour calmer les problèmes dès qu'ils éclatent et ne pas attendre que ça prenne des proportions. Donc nous faisons un travail très très important avec les services sociaux, notamment des mairies, pour aider les gens qui sont dans le besoin, pour encadrer ceux qui ont besoin d'être encadrés. Mais c'est un gros travail. Et c'est vrai que le travail des HLM a beaucoup changé. Avant, on était là, on existait pour construire des logements, mettre des gens dedans, louer les appartements. Et puis, ça se passait plus ou moins bien. Maintenant, non seulement il faut faire tout ça, il faut s'assurer de la bonne cohabitation des uns avec les autres. Il faut s'assurer de la bonne vie des gens à l'intérieur des bâtiments. Quand par exemple la personne est âgée, il faut qu'on s'assure qu'elle soit dans un appartement où elle peut se déplacer, surtout s'il a une chaise roulante, qu'elle n'ait pas à monter trop d'escaliers, donc il faut voir si on met en place des ascenseurs. Enfin, après, il y a des gens qui sont... La population martiniquaise, malheureusement, fait que souvent les gens âgés sont de plus en plus seuls. Donc, on a aussi quelque part ce job de s'assurer que ces gens ne se sentent pas aussi seuls que ce qu'ils le sont vraiment. Et donc, on a des concierges, des agents d'entretien qui sont chargés. On a passé un accord avec la Poste qui fait que chaque jour, on passe voir ces personnes un peu isolées pour avoir leurs nouvelles, discuter un petit peu avec eux, faire un peu leur vie. Le vivre ensemble. La vie sociale que malheureusement, ils sont en train de perdre, quoi. Président, si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Alors, si j'avais une conclusion, ce serait d'abord que nos populations apprennent à vivre de mieux en mieux les uns avec les autres. Parce que ça, c'est la clé du devenir. Que les uns et les autres apprennent à se respecter, les uns et les autres. Et puis, sur un plan un peu plus technique, mon rêve, ce serait qu'on reconstruise une bonne partie des cœurs de ville abandonnés, des cœurs de ville, et qu'on redonne un peu la beauté qu'on fasse de ce pays Martinique un pays attractif, qui soit joli et dans lequel on soit fier de se promener. Ok. Alors aussi, nous avons un conseil à donner à beaucoup de nos téléspectateurs qui ont pour habitude de dire « Makali Bokaïmé ». Pas les Bokaïmé encore qu'on peut. Bokaïmé, c'est Kaï voisine là. Si vous avez Bokaïmé là, mais alors entrez Kaï directement. Merci encore et à très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.